Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger un exercice XENS, qui est en fait un exercice assez classique de diffusion particulière, et je le trouve assez intéressant parce qu'en fait il va faire intervenir deux termes sources qui entrent en compétition l'un avec l'autre. Donc on va voir ça tout de suite. Donc en gros ça porte sur l'étudiant de la diffusion de neutrons. Donc on nous présente le coefficient D, coefficient de diffusion dans le milieu, et on dit qu'en fait en moyenne on a n sur taux neutrons qui sont absorbés par unité de temps et de volume à l'intérieur du réacteur, et que pour un neutron absorbé, on a K strictement supérieur à un neutron qui sont produits. Donc ça c'est nos deux termes sources dont je parlais. Et pour comprendre un peu d'où ils sortent, on peut rappeler très grossièrement en gros comment ça fonctionne une réaction nucléaire. Donc en gros, on prend des neutrons, on les envoie sur des gros noyaux. Donc les gros noyaux typiquement ça va être par exemple de l'uranium 235, etc. Et ces neutrons-là, à ce moment-là, ils vont se faire absorber par le noyau, donc c'est ça qui est le premier terme source ici, où quand on dit qu'on a n sur taux neutrons qui sont absorbés par une unité de temps et de volume. Et en fait, ils vont faire fissionner le truc en deux plus petits noyaux. Donc en gros, on va obtenir deux plus petits noyaux ici. Et en fait, il se trouve que l'énergie de liaison pour les gros noyaux à l'intérieur, donc des nucléons, etc., est inférieure à l'énergie de liaison pour les plus petits. Donc en fait, cette réaction-là va libérer de l'énergie. Donc on obtient un delta E d'énergie. Et c'est cette énergie-là, donc en fait en partie, qu'on va exploiter dans la réacteur nucléaire pour chauffer, produire de l'électricité, etc. Parce qu'en fait ce delta E, en fait, il est présent notamment sous deux formes. En fait, on a en gros d'une part, sous forme d'énergie cinétique des produits de fission. Donc en fait ça, c'est l'énergie justement qu'en fait on va pouvoir exploiter dans les réacteurs. C'est-à-dire qu'en gros on a des produits de fission qui vont avoir une certaine énergie cinétique, et du coup qui vont avoir des chocs avec le matériau environnement. Et ces chocs-là, en gros, vont faire chauffer le matériau, et en mettant un caloporteur, comme par exemple de l'eau, et ben en fait, on va pouvoir transporter cette chaleur, etc., et ensuite l'exploiter pour chauffer, ou pour entraîner une turbine, puis un alternateur, et produire de l'électricité, etc. Donc c'est ça qu'on va exploiter d'habitude. Et cette énergie est également présente sous forme de nouveaux neutrons, qui vont permettre tout simplement d'avoir une réaction en chaîne. C'est ces neutrons-là qui vont ensuite aller collisionner avec d'autres atomes pour les faire fissionner, etc. Et donc c'est ça le deuxième terme source dont on nous parle. C'est que on a, pour un neutron absorbé, on a K strictement supérieur à 1 neutrons qui sont produits, et c'est important que K soit strictement supérieur à 1, parce que tout simplement sinon il n'y aurait pas de réaction en chaîne, et c'est ça qui va permettre qu'en fait la réaction continue, et qu'on ait voilà, une réaction en chaîne. Donc par ailleurs, on impose des conditions limites périodiques, c'est-à-dire que la densité particulière aux deux bords va être nulle. Donc comme les conditions limites sont périodiques, on va pouvoir se douter déjà qu'on aura une quantification, mais ça on le verra après. Et on suppose également que la densité ne s'annule pas ailleurs qu'au bord. Et voilà la question finalement de l'exercice. En fait, on va se demander à quelles conditions sur la taille du réacteur, donc qu'on appelle L, la réaction pourra s'emballer. C'est-à-dire, en fait, pour le traduire en termes mathématiques, à quelles conditions sur L, la densité volumique de neutrons va diverger dans le temps, à quelles conditions le truc va exploser, quoi. Ok, bah du coup maintenant on est parti. On raisonne comme d'habitude pour un exercice de diffusion particulière. Donc en gros, là ce qu'on va chercher du coup c'est l'expression de n de is de t pour voir à quelles conditions ça va diverger dans le temps. Et pour ça, bah, du coup, on va d'abord chercher l'équation différentielle vérifiée par n, et pour la déterminer, on va faire un bilan sur une tranche infinitésimale pendant un temps dt. Et cette tranche infinitésimale, comme on nous en prend un d du coup unidimensionnel, on va prendre tout simplement en fait, une tranche d'épaisseur dx. Donc si ici j'ai mon axe x, je prends une tranche de section s, disons, et d'épaisseur dx, donc entre x et x plus dx. Donc ça va être le système que je vais étudier, et je vais faire un bilan de particules, du coup du nombre de particules, entre t et t plus dt, dans le volume dv, qui est égal à s fois dx. Ok. Donc mon bilan, je vais compter le nombre de particules, la variation du nombre de particules pendant cette courte durée de deux manières différentes. Du coup, la première manière, c'est la manière qu'en fait on fait à chaque fois, qui est la manière entre guillemets un petit peu triviale. En fait, on va simplement dire que la variation du nombre de particules, c'est le nombre de particules que j'ai à l'instant t plus dt, donc ça c'est ma densité en t plus dt fois le volume, donc ça me donne le nombre de particules en t plus dt, moins le nombre de particules que j'avais à l'instant précédent, c'est-à-dire en t. Et du coup, voilà, ça c'est le nombre de particules que j'avais en t, ça c'est le nombre de particules que j'ai en t plus dt, et par un développement limité à l'ordre 1, du coup, ça c'est environ égal à dn sur dt, fois dt, du coup, dxs. Et du coup, voilà, en gros, là j'ai simplement relié ma variation de particules au sein du volume entre l'instant t et t plus dt à la dérivée de ma densité particulière à l'intérieur du milieu, ce qui paraît en fait très logique, hein. En fait là on n'a pas dit grand chose. Et en fait on voit qu'en fait on a le terme en dx dt qui intervient ici, et il est censé intervenir à chacun de vos bilans. Donc en fait si vous l'avez pas, c'est qu'il y a un problème. Donc quand on est à géométrie cylindrique, sphérique, etc., on aura plutôt par exemple des dr, dt, etc. Mais bon, peu importe, en fait il faut qu'on ait un infinitésimal d'ordre 2
parce qu'on étudie un système qui est infinitésimal d'ordre E. C'est-à-dire qu'en fait, on a étudié un système pendant un temps infinitésimal, et le système est lui-même de dimension infinitésimale. Donc c'est pour ça qu'on a un ordre 2, et c'est pour ça que je l'ai indiqué aussi ici. En fait, c'est le même qu'on retrouve là également. Et du coup, maintenant, le terme qui est un petit peu intéressant, en fait, c'est le terme qu'on appelle régulièrement terme de cause. En fait, on va regarder pourquoi est-ce que ce nombre de particules varie à l'intérieur de mon volume. Parce qu'en fait, ici, globalement, en fait, j'ai pas dit du tout pourquoi il variait, j'ai juste dit, bah, il varie parce que bah, la densité particulière varie dans le temps. Mais en gros, là, j'ai rien dit. Donc, en fait, on n'a pas dit pourquoi est-ce qu'il variait. Et c'est ça vraiment le terme qui est intéressant et qui est spécifique au problème qu'on étudie. Du coup, celui-là, je le note delta de n. Et en fait, ce terme-là, il se retrouve en fait sous en gros on a en gros deux termes principaux dedans. On a ce qu'on reçoit au bord, donc en fait le terme qu'on reçoit en x, donc delta n reçu en x, plus delta n reçu en x plus dx. Donc ça en fait globalement ça va être les termes qui vont être dus par exemple si on a une hétérogénéité de particules. Si ici on a plus de particules que là, on sait que ça va avoir tendance à s'homogénéiser par loi de Fick, c'est une loi phénoménologique. Et du coup, en fait, on va avoir des particules qui vont rentrer ici, qui vont sortir là, et c'est pour ça, bon là j'ai noté plus, mais ces delta n sont bien sûr algébriques, c'est-à-dire que ce truc-là, par exemple, si on a plus de particules ici que là, et ben ce truc-là en fait va s'avérer être négatif, et celui-là positif, c'est-à-dire que ici on reçoit bien des particules en x, ici on en perd bien en x plus dx. D'ailleurs, je note au passage que ici j'ai pas mis de 2, parce qu'en fait ces trucs-là sont pas des infinitésimaux d'ordre 2, ils sont simplement d'ordre 1, parce que le delta n reçu en x, et ben là je fais pas un bilan sur un volume, déjà je fais un bilan sur une surface, un truc surfacique, et du coup en fait j'ai plus l'infinitésimale due à l'épaisseur de mon volume qui était toute petite. Là je regarde juste un truc sur une surface, donc bon bah voilà c'est une surface quoi, et je regarde le truc pendant un temps d'été, donc c'est un infinitésimal d'ordre 1. Et en fait c'est quand ces deux trucs là vont se compenser, comme il y en a un que je prends en x et l'autre que je prends tout juste après, qui vont donner un infinitésimal de plus par un développement limité, et on va le voir tout de suite. Donc voilà, ça c'est le premier terme globalement qu'on a dans en fait, tous les problèmes de diffusion particulière, hein, c'est un truc très classique. Et en fait le truc qui fait tout le sel du problème, bah, c'est les termes sources. Donc en fait on va avoir delta de n qui vont être créés, plus, moins, delta de n absorbé. Donc encore une fois, bon là je vais arrêter d'insister là-dessus, mais en fait là je mets un 2, parce que en fait là cette fois-ci c'est un bilan volumique, hein. Ce qu'on nous a donné en fait c'est le nombre de neutrons qui est absorbé par unité de volume et de temps, donc il y a bien l'épaisseur qui rentre en compte, et voilà c'est un infinitésimal d'ordre 2. Ok, donc delta n reçu en x, pour compter ces trucs-là, il y a une convention qu'on fait tout le temps, qui n'est pas la même que dans d'autres domaines de la physique, où en fait on utilise d'habitude la normale sortante. Donc vous voyez en électromagnétisme, quand on fait des intégrales sur des surfaces fermées, etc., prenez toujours une convention normale sortante. Et ben en fait, en diffusion et en thermo, comme on fait des bilans, en fait on va prendre comme convention de compter ce qui rentre dans le volume. Du coup, pour compter ce qui rentre, en fait ça va être encodé dans l'orientation qu'on prend de la surface. Donc je vais prendre une surface en x qui est orientée vers l'intérieur, et une surface en x plus dx qui est aussi orientée vers l'intérieur. Ça va me permettre de compter ce qui rentre. C'est pour ça que je les prends orientés vers l'intérieur. Du coup, delta n reçu en x, ça va être simplement jn, donc le courant de particules, en x, à l'instant t bien sûr, scalaire s en x fois dt, plus du coup jn en x plus dx, scalaire x en x plus dx fois dt. Donc vous voyez, je le redis une fois, l'information comme quoi on compte ce qui rentre est encodée dans l'orientation de s en x plus dx, c'est pour ça que j'ai des plus ici, tous ces trucs là sont algébriques, et en fait ça a bien marché au final, parce que j'ai pris la bonne orientation dans ma convention. Et donc maintenant je regarde ce qui est créé, ce qui est absorbé, donc le terme qui est absorbé on l'a dit, donc c'est n sur taux neutrons qui sont absorbés par unité de volume, donc dx fois s, donc ça c'est mon volume, fois dt, plus k fois n sur taux dx dt s, puisque pour un neutron absorbé j'en ai k qui sont produits, donc ça c'est mon terme source créateur de neutrons. Maintenant j'invoque la loi phénoménologique de Fick qui me dit qu'on a Jn qui vaut moins d fois gradient de n. Donc à 1d on va avoir moins d fois dn sur dx fois x. Ok, et maintenant quand je développe les trucs, j'obtiens que delta de n il va être égal à la chose suivante, il va être égal à moins d fois dn sur dx en x fois s dt, plus donc ce truc là, donc en fait là on va avoir moins d dn sur dx en x plus dx. Et en fait, à cause du produit scalaire, on a un moins 1 en plus, parce que ce truc-là est orienté selon EX, ce truc-là est orienté selon moins EX, donc j'ai un moins 1 qui vient se rajouter là à cause de ça, fois du coup S dx dt. Et j'ai plus la place pour écrire mes termes sources, c'est pas grave, je vais les écrire au dos. Hop. Maintenant, je fais un développement limité à ordre 1. J'obtiens du coup d de n sur dx2 fois dx dt fois s, donc je retrouve encore une fois mon infinitésimal d'ordre 2, je le souligne à chaque fois, plus du coup k-1 n sur taux fois s dx dt. Du coup maintenant on égalise les deux termes,
et on obtient, comme d de n égale à delta de n, une équation différentielle vérifiée par n, qui est la suivante. On obtient que la dérivée partielle par rapport au temps est égale à d fois la dérivée partielle seconde par rapport à x, plus k-1 sur taux fois n. Ok. Donc on retrouve une équation de diffusion classique, c'est-à-dire avec une dérivée première selon le temps et une dérivée seconde selon l'espace, ici, mais avec la spécificité ici, qui est le terme source, proportionnel à n. Donc je me rends compte que j'ai oublié de donner une interprétation de taux, car en fait on l'a bien vu, c'est le nombre de neutrons qui sont créés à l'issue d'une fission. Et taux, en fait, on peut l'interpréter comme étant la durée moyenne entre deux chocs, c'est-à-dire d'un neutron et d'un noyau, parce qu'en fait, on voit que si on appelle taux, en faisant aucune hypothèse sur ce que c'est taux, hein, si on appelle taux la durée moyenne entre deux chocs, en fait, si on compte le nombre de chocs pendant dt, par unité de volume, disons, on va avoir du coup n, c'est-à-dire le nombre de particules par unité de volume, fois dt sur taux. Parce qu'en fait, si taux c'est la durée moyenne entre deux chocs, et bien ce truc-là, en fait, c'est la probabilité d'avoir un choc pendant l'instant dt, enfin pendant la durée dt. Donc ça, c'est le nombre de chocs moyen pendant dt par unité de volume, et du coup, en divisant par dt, en fait, on a dit que le nombre de neutrons absorbés, c'est-à-dire en fait le nombre de chocs, puisqu'en fait à chaque choc on a un neutron qui est absorbé, je divise par dt parce que tout à l'heure c'était par unité de temps, et du coup en fait on voit qu'on obtient bien n sur taux, donc taux c'est bien la durée moyenne entre deux chocs. Bon ok, donc maintenant on a obtenu notre équation différentielle selon n. On va chercher à la résoudre. Sauf que, a priori, ce truc-là n'est pas du tout facile. Hein. En fait, on voit qu'on a une dérivée première selon t ici, une dérivée seconde selon x ici. Et globalement, des équations aux dérivées partielles comme ça un peu dégueu, il n'y a pas vraiment de solution facile a priori. Sauf qu'en fait, il y a une astuce qu'on utilise toujours. Enfin, c'est même plus une astuce, en fait, c'est vraiment un raisonnement hyper classique de la physique, en fait. Comme ici, on a des conditions limites périodiques. C'est ce que je vous ai dit au début, c'est qu'en fait, on peut se douter qu'on va avoir une quantification. C'est-à-dire qu'en gros, ici, on a imposé que n en 0 et n en L était nul. Et du coup, souvent, à ce moment-là, ce qu'on a tendance à faire quand on a une équation différentielle comme ça, linéaire, avec d'un côté un terme avec une dérivée seulement selon t, et d'un côté un terme avec une dérivée seulement selon x, et ben c'est de chercher une solution à variables séparées. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez par exemple quand vous étudiez une corde vivante, quand vous étudiez des cavités optiques, électromagnétiques, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire en fait f de x de t égale à f de x fois g de t, c'est-à-dire en fait une solution où on n'a pas les deux variables qui sont ensemble, quand on a vraiment une fonction de x d'un côté, une fonction de t de l'autre, et en fait en réinjectant le truc à l'intérieur, en fait on va voir des trucs qui vont se passer. Donc en fait je réinjecte à l'intérieur, j'obtiens f de x fois g' de t, qui est égal à d fois f seconde de x fois g de t, plus k-1 sur taux f de x g de t. Ok. Et du coup maintenant, la grosse astuce du coup qu'il faut appliquer strictement à chaque fois, alors là pour le coup, c'est le truc qui fait tout marcher, et quand vous l'avez jamais vu, pour le coup c'est pas évident de deviner, mais quand vous l'avez vu une fois, vous y pensez tout le temps, c'est de diviser par f de x g de t. Du coup, on divise par f de x g de t. Et du coup, ça me donne la chose suivante, ça me donne g' de t sur g de t, qui est égal à d fois f seconde de x sur f de x, plus k-1 sur taux. Ok. Et alors ça, pourquoi est-ce que c'est super? C'est parce qu'en fait, ce truc-là, on voit que c'est un terme en fait, qui va dépendre que de t. En fait, ici, on a une fonction de t, ça dépend pas du tout de x. Ce truc-là étant une constante et ce truc-là dépendant que de x, le tout, ça va être une fonction uniquement de x et pas de t. Et en fait, un truc qui est uniquement une fonction de t, et qui est égal à un truc qui est uniquement une fonction de x, et les deux variables x et t étant complètement décorrélées et indépendantes, et en fait, on sait que le tout, ça va être égal forcément à une constante. Et cette constante-là, je vais la noter 1 sur t, 1 sur grand T, tout simplement parce que ce truc-là, g' de t sur g de t, c'est homogène à l'inverse d'un temps. Donc en fait, c'est logique de l'appeler 1 sur t, hein, c'est juste une question de notation, mais voilà, ça va être assez pratique. Et je note ici qu'en fait, t, je fais pas d'hypothèse sur son signe, a priori. Un temps, en fait, on a souvent envie que ce soit positif, hein, bien sûr, mais en fait, a priori, ça l'est pas forcément, cette constante-là, en fait, elle est algébrique. Hein. Donc voilà, je note ici, et en fait, là, tout le but de notre problème, ça va être de déterminer cette constante t, parce qu'en fait, c'est elle qui va nous dire si n diverge ou pas dans le temps. Parce qu'en fait, on voit que du coup, on va obtenir une équation différentielle selon g, qui va être que g' de t moins g de t fois 1 sur t, qui est égal à 0. Cette équation-là, ça va nous donner une solution de forme exponentielle, et le terme à l'intérieur de l'exponentielle, le coefficient devant le t, c'est lui qui va en fait nous dire si la bombe va exploser ou pas, en fait, si n va exploser dans le temps, va diverger ou pas. En fait, on va voir que la condition pour que ça diverge, donc la condition de divergence, ça va être que 1 sur t, justement, soit strictement positif. Parce que, du coup, je peux le détailler, hein. On a g' de t moins 1 sur t
g de t qui est égal à 0. Du coup, j'ai g de t qui est égal à une constante fois exponentielle t sur grand T. Et du coup, pour que ce truc explose, il faut que 1 sur t soit strictement positif. Ok, donc maintenant, pour déterminer t, parce qu'en fait c'est ça maintenant tout le but de notre problème, c'est de déterminer t, la clé, ça va être d'utiliser les conditions limites. Et les conditions limites, du coup, en fait, on va les exploiter en réécrivant l'équation différentielle vérifiée par f. Donc, j'ai ce truc-là qui est vérifié par f. Je vais le réordonner un petit peu. J'obtiens qu'en fait, on a f seconde de x plus 1 sur d facteur de, du coup, k-1 sur tau moins 1 sur t f de x qui est égal à 0. Donc ça, c'est mon équation différentielle vérifiée par f. Ok. Avec cette constante-là, du coup, qui est a priori inconnue, donc cette constante-là qui est a priori inconnue. Bon, cette équation différentielle, concrètement, elle nous dit quelque chose, ça ressemble à un oscillateur harmonique. On a une dérivée seconde ici, la fonction telle qu'elle ici, et ce truc-là, on aurait bien envie de l'appeler oméga 0 carré, enfin bon, voilà, c'est l'équation globalement d'un oscillateur harmonique. Sauf qu'en fait, il y a d'autres solutions pour cette équation selon en fait le signe de cette constante-là. Vous savez que si la constante est positive, on a effectivement un oscillateur harmonique, et si la solution est négative, on a plutôt une solution en exponentielle. Donc un truc avec une exponentielle plus x, une exponentielle moins x, en gros avec une constante devant, qui est ce truc-là, enfin l'inverse de ce truc-là, racine 2, quoi. Et donc en gros, pardon, ce truc-là, racine 2. Et du coup, en fait, le but ici, ça va être d'utiliser un argument physique pour trancher sur le signe de cette constante, parce qu'en fait, c'est le signe de cette constante qui va nous donner la forme de la solution au final. Et l'argument ici, c'est le suivant, c'est qu'en fait, si cette constante ici, là, était négative, donc si constante strictement négative, alors j'obtiens une solution en exponentielle, et mes conditions limites étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai des conditions limites périodiques, alors elles peuvent être nulles ou pas, mais en l'occurrence, le fait qu'elles soient nulles, ça va encore nous simplifier la tâche pour le raisonnement, mais voilà. Donc en fait, on a n en 0 qui vaut n en L qui vaut 0. Donc n, là c'est comme f, parce que je regarde que le truc spatial, je vais plutôt écrire f. Comme en fait on a la densité qui est nulle en fait aux deux bords, et en fait la solution exponentielle on voit qu'elle va pas être possible parce qu'en gros elle est forcément nulle. C'est-à-dire qu'en fait une somme d'exponentielles qui s'annule aux deux bords, c'est forcément la solution identiquement nulle. Donc en fait cette solution va pas du tout être intéressante physiquement parce que ça veut dire qu'en gros on n'a pas de neutrons à l'intérieur, donc pas de neutrons à l'intérieur, pas de réaction quoi. Donc la solution strictement négative elle est pas possible parce que si on a une solution exponentielle, les conditions limites nous disent que alors la solution est forcément identiquement nulle. Donc super. Maintenant si la constante est prise égale à 0, on voit qu'on a la dérivée seconde de f qui vaut 0. Donc ouais, finalement, en gros, on a une fonction affine qui s'annule aux deux bords, il faut forcément qu'elle soit identiquement nulle aussi, donc complètement inintéressante également. Donc égal à 0, ça dégage aussi. Donc finalement, on déduit que la constante, elle est forcément strictement positive, dans notre cas. Donc comme la constante est strictement positive, on peut l'appeler, donc la constante, bon je vais la réécrire, 1 sur d fois k-1 sur tau moins 1 sur t. Elle est strictement positive, et on va la noter 1 sur delta carré, tout simplement parce qu'en fait elle est homogène à l'inverse d'une longueur au carré, et du coup ce sera beaucoup plus pratique de la noter comme ça. Du coup maintenant je peux résoudre mon équation, j'obtiens que f de x c'est égal à 1 cos x sur delta plus b sinus x sur delta. Ok, donc déjà on est content, on a une forme un peu plus sympa pour notre, on a une forme sympa pour notre solution. Ces deux constantes-là vont être déterminées par les conditions limites. Du coup comme f de 0 égale 0, on a immédiatement que a vaut 0. Et maintenant f de L égale 0, ça va nous donner qu'en fait on a b fois sinus L sur delta qui vaut 0. Et pour éviter encore une fois la solution identiquement nulle, on va prendre b différent de 0, et en fait on veut que ce truc là soit nul, du coup en fait on veut que L sur delta soit égal à npi, avec n en médecine naturelle. Donc là on a apparition de mode propre, tout simplement. Donc là en fait ce qu'on a dit, c'est qu'en gros, au vu des conditions limites, les seules solutions possibles, les seules densités particulières qui peuvent exister au sein de ma cavité, c'est les modes propres. Okay, donc ça va être des trucs, en fait j'en ai plein, j'en ai une infinité possible, parce qu'en fait pour chaque entier naturel n, je vais avoir une solution possible. Ok, maintenant, il faut se rappeler qu'en fait on avait une condition supplémentaire, une hypothèse supplémentaire qui était faite dans l'énoncé, qui va nous sauver la vie ici, c'est qu'en fait la densité particulière, on a supposé qu'elle ne s'annulait pas à part au bord. Ok, et en fait ça va nous sélectionner un mode propre parmi tous ceux qui sont possibles, parmi tous ceux qui sont susceptibles d'exister à l'intérieur de la cavité. Et du coup le mode propre que ça va nous sélectionner, ça va être en gros, si vous voyez en fait les modes propres, c'est des trucs en fait qui vont ressembler à ça. Donc en fait globalement le fondamental c'est un truc comme ça. Puis ensuite les autres, je peux faire d'autres couleurs. Il doit y avoir des machins comme ça, des trucs en fait qui s'annulent de plus en plus en gros, parce que les machins c'est des sinus. Et en fait en gros ce truc là, donc ça c'est pour n égale 1, n égale 2, etc. Et en fait on voit que le seul qui va pas s'annuler, parce qu'en fait les trucs vont avoir de plus en plus de 0, et ben le seul qui va pas s'annuler en fait c'est le fondamental. Donc en gros si on impose que la densité particulière est non nulle à l'intérieur du réacteur, en fait ça nous sélectionne le fondamental. Donc
celle supplémentaire, donc celle c'est ce que j'appelle condition limite, hein. Donc la condition limite supplémentaire, elle nous sélectionne le fondamental, c'est-à-dire qu'en fait, elle nous impose que n doit être égal à 1, pour qu'il n'y ait pas d'autres zéros en fait, qui soient imposés à l'intérieur de la cavité. Ok, et du coup maintenant qu'on a n égale 1, en fait on a déterminé complètement delta, il n'y a plus cette variable supplémentaire ici qui était introduite par le problème. Donc en fait on a complètement déterminé delta, et comme à l'intérieur de delta on a t, et ben en fait on a complètement déterminé t. Du coup bah en fait on a plus ou moins, enfin le problème est plus ou moins résolu en fait, il va juste falloir en gros réécrire le truc, trouver que 1 sur t est positif, et du coup ça va donner la condition sur L, la taille du réacteur. Ok, du coup bah je réécris, maintenant en fait c'est juste du calcul. Donc en gros j'ai delta qui va être égal à L sur pi, donc j'obtiens 1 sur delta carré qui vaut pi carré sur L carré. Or, 1 sur delta carré, on a dit que c'était... on avait dit que c'était quoi? On avait dit que c'était 1 sur d fois k-1 sur tau moins 1 sur grand T. Ok. Du coup, bah, je réécris la chose. J'ai écrit que k-1 sur tau moins 1 sur t, ça nous fait d fois pi carré sur L carré. Je remets le L de l'autre côté. Enfin, pardon, je remets... Du coup, en fait, ma condition, c'est 1 sur t doit être strictement positif. Donc ça, c'est équivalent à dire qu'on a k-1 sur tau moins d pi carré sur L carré qui est strictement positif. Du coup ce truc là finalement ça va être équivalent, donc je repasse de l'autre côté, je multiplie par L, à dire qu'on a ça, donc d pi carré sur k-1 fois tau, donc ce truc là est plus grand que ce truc là, je prends la racine finalement, et j'obtiens qu'on a du coup pi fois racine de d tau sur k-1. Voilà, et maintenant en fait on a la condition, c'est quand même assez sympa, on a trouvé la condition sur la taille d'une bombe nucléaire pour que le truc puisse effectivement être une bombe et pas juste un réacteur, et que le truc puisse en gros diverger dans le temps. Voilà, et du coup ça conclut l'exercice.